Pour cette dernière partie, Jacques Laurent nous a rejoint. Jacques Laurent, grand joueur de tennis, qui a joué en première série, organisateur et fondateur de cet Open des jeunes du Stade Français, qui s'appelle donc le BNP Paribas Cup. On en a dit quelques mots tout à l'heure avec Didier Annick. Salut Jacques. Bonjour. Et nous avons demandé finalement à Mickaël de rester. Donc rebonsoir Mickaël, parce que ça c'est intéressant, vous avez participé au tournoi, cet Open des jeunes, quand vous aviez quel âge, une dizaine d'années? Ah ouais, Stade Français, je l'ai fait quand j'étais tout gamin, ouais, à peu près, je sais plus, quand j'étais... Quand tu avais 13 ans. Un petit minot, voilà, je vais avoir 13 ans, 12-13 ans, et puis il y a quelques années, moi j'étais parrain d'édition 2009, c'est ça, 2009. Et parrain de l'édition. Ah bah donc toujours proche de super tournois et de cet événement. Donc ouais, j'étais content de rester, j'ai vu que tu étais dans les couloirs, toujours ravi de revoir Jacques. Voilà, c'est le monde du tennis qui est rassemblé. Mais oui, c'est pour ça, la thématique tennis citoyen. On résume aujourd'hui ce qu'est ce tournoi, donc, on est à sa 24e édition. Exactement. Tournoi donc de jeunes, ils sont nés en 99 pour les plus vieux, donc ils ont 14 ans. Voilà, 13-14 ans. 13-14 ans. Oui, il y a des 12 ans, mais bon, c'est assez rare. La surface, terre battue. Terre battue, comme Roland-Garros. Et ils viennent de quel pays? Cette année, nous sommes aux environs de 70 pays. Puisque nous travaillons avec la Fédération internationale qui donc organise des phases qualificatives sur les différents continents et donc il nous amène les meilleurs joueurs d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Asie, de Chine et bien sûr avec Tennis Europe. Donc les meilleurs joueurs de leur catégorie d'âge se retrouvent pour cette... Exactement. Mais c'est le Roland-Garros, c'est le sésame pour eux. Alors oui, effectivement, on peut dire que c'est le Roland-Garros des jeunes. Tout à fait. Avec une grande histoire entre le Stade Français, Roland-Garros, qui était membre du Stade Français, et le stade qui porte le nom de Roland-Garros. Mickaël, comment vous fait pour y participer à l'époque? Donc, vous nous aviez dit tout à l'heure que vous étiez 5-6, vous étiez donc un espoir, et vous avez été sélectionné? En fait, j'étais pas 5-6 à ce moment-là. Et puis moi, j'avais pas le niveau d'Arnaud Di Pasquale qu'on voyait, qui est vainqueur en 93, ou de Fernando González en 94. Moi, je suis pas allé jusqu'à là, j'ai perdu au premier tour. Donc en fait, je faisais partie encore à cet âge-là des 20 premiers Français. C'est déjà pas mal, en effet. Mais je suis pas allé aussi loin. Mais c'est marrant aussi de voir l'évolution du tournoi. Aujourd'hui, effectivement, c'est un Roland-Garros pour les jeunes, donc c'est le plus gros tournoi, quoi. Tu me dis si je me trompe, mais c'est un des plus gros tournois en tout cas. Oui, il y a les petits As à Tarbes et je tiens à le souligner, qui est un superbe tournoi de même catégorie d'âge en février en Courcouvert. Voilà, Courcouvert, donc il y a 2 tournois comme cela. Exactement. Voilà, tout alors, à fait. C'est le plus grand en extérieur, voilà. Alors, Justine Hénin, Jacques, a été vainqueur en 96 de ce tournoi, et aujourd'hui, elle est la marraine. Oh, c'est magnifique ça. Elle est la marraine parce que depuis, on va dire, une dizaine d'années, j'ai voulu donner une autre dimension à un événement sportif pour les jeunes. Et ne pas se contenter que de l'aspect tremplin, je dirais sportif pour tous ces jeunes, mais essayer de conserver un moment privilégié et leur donner, les inculquer d'autres valeurs qui pourront leur servir, je dirais, dans leur vie. Et on a rassemblé tout ce travail sous un nom qui s'appelle Sport et Attitude. Et champion dans son sport, c'est bien, mais champion dans sa vie, c'est mieux. C'est encore mieux. Voilà. Donc on a passé un accord avec l'UNESCO qui nous a aidés à construire, je dirais, toute une partie éducative, culturelle, citoyenne, qui donne à ces jeunes la possibilité d'un autre regard. Peut-être un peu plus de curiosité et non pas uniquement taper dans la balle. C'est la volonté, je dirais, du tournoi. Ah, c'est une belle initiative. Nous allons écouter Justine Hénin, votre marraine, voilà, la grande championne qui a gagné 7 fois un tournoi du Grand Chelem, hein, Justine Hénin. Mais peut-être qu'avant, on va écouter Mickaël Laudrat, parce qu'il lui aussi a participé. Mickaël Laudrat. Et il l'a gagné ou pas? Ah non, Mickaël n'a pas gagné. Il a gagné en double. Voilà. C'est pas mal déjà. Pas mal, oui, mais le double est une belle épreuve. Voilà. Alors, Mickaël Laudrat, donc pilier de l'équipe de France, qui a d'ailleurs remporté des doubles aussi de tournoi du Grand Chelem. Ah oui, il en a rapporté. Alors là, et là, cette année en finale, avec Mahut, Huppert, malheureusement, ils sont passés à ça. Magnifique. C'est terrible, ça. Un super beau match. Voilà. Heureusement que Nicolas Mahut a gagné récemment sur herbe son premier tournoi, parce que je sais que c'était très très dur pour lui. Je l'avais vu un peu avant et un peu après. Le tournoi au nom imprononçable, Startegenbosch. Ouais, c'est dans les Pays-Bas, c'est un nom imprononçable. Bon, allez, Mickaël Laudrat. Et ensuite, on se retrouve avec Jacques Laurent, bien sûr, et Mickaël. Tout de suite. Je me souviens comme j'étais quand j'étais plus jeune, Jacques peut en témoigner, je n'étais pas forcément le plus tendre, mais voilà, j'ai su évoluer et à un moment donné,
voilà, faut pas oublier le passé non plus. Voilà, il faut leur dire que c'est pas bien, leur apprendre les bonnes choses, mais pas montrer du doigt un jeune qui a un mauvais comportement ou voilà, il faut essayer de lui faire comprendre et puis des fois ça prend un peu plus de temps chez certains. Les plus importants, les conseils les plus importants, c'est de travail. De travail, c'est les plus importants parce qu'avec le travail, il va marcher bien ou très bien, mais mal, c'est impossible qu'il marche. Et surtout, travail avec humilité. Alors je souhaite le meilleur du meilleur à tous ces jeunes, à tous les petits joueurs et petites joueuses qui vont venir se mesurer lors de ce tournoi. Prenez beaucoup de plaisir parce que c'est ça le plus important, allez au bout de vous-même et puis le meilleur gagnera. Mais je crois que le plus important, voilà, c'est de prendre du plaisir à être là et je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur là-bas. Quel casting, Aliodra, Bruguera, Hénin, ça fait plaisir. Précisons un petit peu donc ce sport et attitude. Il n'y a pas d'arbitre. Alors effectivement, la majorité de la période du tournoi, il n'y a pas d'arbitre. Il y a des superviseurs qui sont autour, qui sont là juste pour faire respecter les règles dans le cas où quelqu'un pourrait aller, je dirais, voudrait gagner à n'importe quel prix. Donc, même en finale? Alors non, à partir des quarts de finale... Pour valoriser un petit peu Les matchs sont arbitrés, ça fait partie du règlement international de ces tournois. Et vous remettez également, durant cette compétition, un prix en termes d'attitude aux autres Alors tous les jours, nous avons un prix du fair play et un prix de la solidarité qui est remis à un jeune qui s'est bien comporté sur le court, mais aussi hors du court, parce que c'est la vie. C'est un centre de vie, un club de tennis. C'est pas uniquement un endroit où on vient pratiquer son sport. On est sur le terrain un moment, mais on est aussi dehors. Donc le comportement, il est bien sur le court, mais il doit être aussi exemplaire à l'extérieur. Donc il y a, je dirais, un tout petit comité qui regarde et qui donne son avis à la fin de chaque journée pour dire tiens, tel, il a ramassé un papier, il a aidé une personne à s'asseoir. Voilà, tous ces gestes qui font que ces jeunes, ils seront champions de leur vie, quoi. C'est le principal. Il y a également, vous parlez de gestes, de comportements éco-citoyens, on fait attention parce que les balles sont recyclées, il n'y a pas de bouteille d'eau, enfin, il y a également encore de... Tout à fait, ça fait partie, je dirais, c'est dans l'air du temps, donc effectivement le recyclage, essayer de venir avec une gourde, pas prendre des bouteilles en plastique, on jette, etc. Bon, on essaye d'aller dans ce sens-là. On arrose par exemple les cours en terre battue le soir. Donc, pourquoi? Parce qu'avec la chaleur, économie de l'eau, c'est important. Enfin, en ce moment, mais bon, il va faire beau de toute façon pour le tournoi. Oui, tout à fait. Mais donc, effectivement, on demande aux jeunes, hors du cours, aussi d'avoir un comportement. Les jeunes, bien sûr, les parents aussi, parce que c'est très lié. C'est pas le principal danger, Mickaël, les parents, entre guillemets, dans le sport général, mais en tennis en particulier, quand ces gamins de 12, 13 ans, très ambitieux, les parents qui sont parfois même bien plus ambitieux que leurs enfants. Oui, effectivement, ça peut être un danger, on le voit encore aujourd'hui, quand on voit le père de Tomic, quand on voit beaucoup de parents de joueurs qui en fait, depuis le début, ont presque imposé à leurs enfants. On voit la biographie d'Agassi, il raconte la même chose. Mais c'est pour moi, c'est des super initiatives, et notamment ça, c'est-à-dire que l'éducation des joueurs, c'est une chose, effectivement, de les préparer à être des personnes responsables, et aussi les préparer au fait qu'il y a juste une toute petite poignée pour en faire leur métier. Les autres, ils vont devoir avoir une vie plus classique, et ça, c'est quand même important. Mais aussi, éduquer les parents, parce que les parents, souvent, comme vous le dites, sont bien plus ambitieux pour leurs enfants que les enfants eux-mêmes. Et aujourd'hui, c'est une vraie évolution, c'est que sur ces tournois-là, qui sont effectivement des mini Roland-Garros, en tout cas des Roland-Garros pour les jeunes, ils sont pas encore à Roland-Garros, ils en ont pas encore fait leur métier. Et il y a tellement de gamins qui sont laissés sur le carreau, qui ont tout sacrifié, qui se retrouvent sans le bac, sans rien du tout. C'est pour ça qu'effectivement, c'est pour moi un passage obligé. Je pense que c'est une très bonne école, et je salue l'initiative. Je trouve ça super. Je crois que de toute façon, c'est l'avenir de tous ces événements qui regroupent tous ces jeunes venus du monde entier. C'est justement leur montrer aussi, effectivement, un bon comportement, une belle attitude, du respect, toute cette... Jacques, est-ce que vous voyez des différences entre les différentes cultures, les différents pays de comportement? Mais bien sûr. Par exemple, vous pouvez voir les Asiatiques, ils sont extrêmement respectueux. Il n'y a pas une discussion quand les ordres sont donnés. Au niveau du règle, du comportement, sur le terrain, en dehors, ils sont exemplaires. Mais exemplaires. Les Latins beaucoup moins, par exemple. Les Japonais, par exemple, on dirait des judokas. C'est-à-dire, c'est de respect total sur un go. Et d'ailleurs, chaque année, on remet un prix international du fair play qui a été créé par M. Borotra. Il est souvent donné aux équipes venant de l'Asie.
très souvent. Leurs voyages sont pris en charge par leurs fédérations respectives ou c'est vous qui prenez en charge? Alors non, tout ce qui est transport, c'est les fédérations ou la fédération internationale dans le cadre d'un junior, un plan de développement du tennis pour les pays dits défavorisés. Et d'ailleurs, ce plan-là est financé par les tournois du Grand Chelem. Donc les transports, je dirais, sont payés par les fédérations ou la fédération internationale. Ensuite, nous prenons tout en charge sur place, le transport, l'hébergement, la nourriture. Michael Jeremias, vous avez donc été un espoir, on peut le dire, hein, quand vous étiez gamin. Est-ce que vous vous sentiez une ambition chez les copains de votre âge qui était sans limite? Quand vous étiez ensemble, dans les pots, vous parliez, vous étiez parmi les 20 meilleurs Français, chacun avait ses rêves, ses objectifs, vous êtes... Non mais c'est important de rêver, moi aussi je rêvais quand j'avais 10-12 ans, je me disais ouais ben peut-être, mais sauf que moi autour de moi, même s'il y avait un énorme investissement de mes parents et de mes frères, personne ne m'a jamais rien fait croire. Depuis tout gamin. Et puis moi, je Vos parents jouent au tennis? Oui, mes parents jouent au tennis, mais à un tout petit niveau. Mais mes parents jouent au tennis, mes frères jouent au tennis, mais on s'est jamais fait d'illusions. C'est-à-dire qu'on prend ce qu'il y a à prendre, on s'investit, on se lance un défi dans des nouveaux projets, et simplement, si ça marche, tant mieux. Mais en parallèle de ça, on fait toujours quelque chose d'autre, pas pour compenser, mais parce que la réalité de la vie, c'est ça. Moi, j'étais de l'époque des. Alors, je suis né en 80, mais il y avait Paul-Henri Mathieu qui était le meilleur à cette époque, qui gagnait tout. Effectivement, lui a percé, lui est devenu champion, mais pour combien? Et en fait, on retrouve ça depuis le plus jeune âge. Moi, celui que j'ai connu qui était vraiment comme ça depuis le premier jour, c'est Gaël, mon fils. Il est né en 86, mais il était dans mon club, au TC12 Bercy. Et moi, j'ai été son sparring pendant plusieurs années, puisque j'avais 50 plus. Je le connais depuis qu'il est tout gamin. Et lui, depuis le début, on sentait qu'il y avait ça. Simplement, ça a été fait de manière assez saine, avec des parents évidemment très investis, mais pas dingues comme d'autres parents qu'on peut voir. Et puis, il a percé, même si il a les problèmes qu'il peut avoir en ce moment. Ça reste quand même un grand champion. Et voilà. Mais je pense que c'est très important. C'est une très bonne école et très peu, voire trop peu d'organisateurs de tournois font ça, parce qu'effectivement, moi, c'est la première fois que j'en entends parler à ce point-là, et que ça devienne aussi central de l'organisation. C'est pour moi essentiel. Tu sauveras, à mon avis, des personnes de situation. En tout cas, tu les prépares. Tu les prépares à un avenir souvent moins rose que ce qu'ils imaginent à cet âge-là. On a parfaitement saisi qu'il y a combien de pourcentage, il est infime finalement, de gamins qui vont sortir. On a vu sur ces photos des grands noms vainqueurs. C'est quoi sortir? Non, mais quand je dis sortir, et réussir, c'est quoi? C'est d'abord réussir sa vie, pas forcément être champion. C'est réussir sa vie, voilà. D'abord. C'est ça. C'est-à-dire, même quand tu as été champion, tu n'as pas forcément réussi ta vie. Mais non, bien sûr. Et on le voit d'ailleurs. C'est une partie de ta carrière professionnelle. Exactement. Une partie, parce qu'à 30 ans, c'est encore. C'est une autre vie qui commence. Exactement. Donc, c'est très formateur, en fait. Jacques, dernière question. Qu'est-ce que gagne le vainqueur? Pas d'argent, j'espère. Une grande poignée de main. Et puis une grosse bise pour les filles. Une grosse coupe. La coupe Justine Hénin et la coupe Marcel Bernard. Marcel Bernard, vainqueur en 46 de Roland Garros. En 46. Exactement. Voilà. Bon, merci Jacques-Laurent d'être passé à domicile. Vous étiez chez vous. C'est un plaisir. Et on ira au Stade Français dans un cadre magnifique dans le parc de Saint-Cloud à la Faisanderie, sur terre battue. Là où d'ailleurs se jouait Roland Garros pendant 20 ans avant la construction. Oui, où se sont joués les premiers championnats du monde. Voilà. Bon, donc on a un programme chargé entre la Grenouillère à Antony et la Faisanderie à Saint-Cloud en 15 jours. Merci Michael. Salut. Michael. Bye bye. C'est la fin. Belle saison. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé, à toutes les rédacteurs en chef, directeurs de la rédaction, enfin tout le monde. Voilà, c'est une super équipe au sein de Sport 365. Je tiens à le dire, de tous les techniciens. Et on se retrouvera à la rentrée sur cette chaîne. À bientôt. Bye bye. Salut et bel été. Merci. Ciao.